Bonjour, nous sommes donc à la première édition du WIFE, le World AI Film Festival. Je suis entouré de Pascal et de Ludovic. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire ce que vous êtes venus faire dans cette première édition? Peut-être Ludovic commence, que tu sors d'une talk, donc tu es encore bien chaud. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre studio podcast. Nous sommes ici, Pascal et moi, en tant que partenaires du festival. Nous représentons un réseau d'écoles qui s'appelle le réseau Scolae. Scolae, qu'est-ce que c'est? Ce sont environ 30 écoles réparties sur toute la France, 25 000 étudiants. Et l'ADN de ce réseau, c'est de former les étudiants en apprentissage et surtout d'être dans des innovations pédagogiques permanentes. Et l'IA, forcément, c'est une innovation pédagogique qui est au cœur des formations. Et donc, il était tout à fait naturel que nous soyons ici aujourd'hui. Et Pascal et moi, représentant surtout les écoles d'audiovisuel, de journalisme, de cinéma, puisque l'IA est vraiment au cœur de ces formations. C'est une certitude et ça a déjà commencé. Et ton rôle précis à toi au sein de ce groupe, c'est quoi? Je dirige 3 écoles. D'accord. L'école de journalisme, ISFJ, l'école de cinéma, ESIS, l'école d'audiovisuel, ISA. Et du coup, ces écoles qui sont parisiennes à l'origine essaiment un peu partout en région. Et j'ai passé le relais de ces écoles parisiennes en région à Pascal, qui lui est dans le Nord. Absolument. Alors, justement, présente-toi Pascal, du coup. Alors, je suis un peu le miroir de Ludovic, évidemment. J'ai un campus universitaire donc à Lille, toujours bien sûr sous la bannière Scolae, qui reprend les écoles de cinéma ESIS, les écoles d'audiovisuel ISA, bien sûr l'école de journalisme ISFJ, plus une école de communication qui s'appelle ESUBCOM, mais aussi et surtout une école d'IA et de création design graphique qui s'appelle l'ICAN, où on intègre depuis très longtemps l'IA dans nos créations, dans nos travaux. Alors, donc cette première édition, vous venez, qu'est-ce que vous en attendiez? Peut-être Pascal d'abord. Alors, d'abord, beaucoup de surprises dans les travaux qui nous ont été présentés. C'est-à-dire que je m'attendais à en prendre plein les yeux et, bonne nouvelle, on en a pris plein les yeux, notamment hier soir, lors de la remise des prix. Pourquoi? C'était voir, tester, comprendre les limites, mais aussi les possibilités que donne l'IA aux créateurs, aux générateurs de prompts, si vous préférez, de partir sur le monde du cinéma. Nous n'avons pas été déçus. Ludovic et moi avons été très surpris et très emballés par les travaux qui ont été présentés, mais aussi, bien sûr, faire des rencontres. L'important, c'est de comprendre ce monde où il va, d'où il vient, mais aussi les étapes qu'il doit franchir pour structurer, financer, rémunérer, mais aussi continuer à créer dans l'avenir. Donc c'était vraiment des bases qui étaient posées par rapport à notre venue. On a eu quelques éléments de réponse, pas toutes les réponses, on les attend encore. On en attend toujours plein, bien sûr. Ça évolue tout le temps. Mais en tout cas, j'ai bien l'impression que le chemin est tracé, ne serait-ce qu'en termes de volonté. Et la volonté, c'est important parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de l'IA aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre, évidemment, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur également, mais en même temps, c'est très important de maintenir la volonté. Pour nous aussi, en termes d'école, chez Scolae, parce que nous, notre rôle, c'est de former des futurs professionnels, donc comment les intégrer dans la vision que va être le cinéma de demain, dans la place que va occuper l'IA dans ce cinéma, donc comment bien former nos jeunes pour devenir de vrais bons professionnels intégrant ou pas l'IA. Alors, tu parlais tout à l'heure, Ludovic, au talk tout à l'heure, tu racontais que la première année de la formation, qui je crois, de certaines des formations qui sont sur 3 ans, en tout cas, c'est dont tu parlais, voilà. Donc, tu disais que la première année, vous limitiez au maximum l'utilisation, l'utilisation pour que justement les élèves apprennent les bases du cinéma, apprennent les bases techniques, de manière à pouvoir les appliquer après dans l'IA. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se passe? L'objectif d'une formation, c'est d'apprendre les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, elles sont une base. Et la base de la bonne pratique au cinéma, d'abord, c'est apprendre à écrire. Et pour ensuite utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir appris à écrire parce qu'il faut lui donner ensuite les bonnes informations pour qu'elle puisse en partie remplacer une scénarisation. Donc, on va leur apprendre à écrire. Ensuite, on va leur apprendre à utiliser le matériel dans ses performances, je dirais, très concrètes. Une caméra, il faut la tenir entre les mains. Une lumière, il faut savoir la placer. Un acteur, il faut savoir le diriger. Et tout cela, une fois que les bonnes pratiques sont acquises, une école, elle a aussi pour vocation d'accélérer les compétences. On va gagner du temps. On va gagner du temps pour ensuite en libérer pour justement créer, tourner, produire, diffuser. Et puis enfin, une école, elle a une vocation, c'est d'être dans l'éthique et la responsabilité. On va demander aux étudiants de ne pas faire n'importe quoi avec leurs outils. On va leur demander de savoir utiliser l'intelligence artificielle dans des limites. Le droit d'auteur, par exemple, la gestion d'un budget,
la manière dont on va faire travailler les équipes entre elles. Donc, progressivement, l'IA va s'immiscer dans la formation. Et moi, la question et la réponse que je suis venu chercher ici au WIFE, c'est est-ce que les professionnels qui nous ont montré leur création ont de l'avance sur nos formations, ou est-ce que nous, en tant que formateurs, on est à la page? Est-ce qu'on est dans le bon rythme? Alors c'était ça que je suis venu chercher. Je sais pas si tu vas me dire si tu as trouvé. C'est ça la question que j'allais te poser. C'est comment on fait quand on est formateur pour former une technologie sur laquelle on est en train de se former aujourd'hui? Qui va former des gens? Qui forme les gens? Qui forme les gens? Parce qu'il y a l'histoire du cinéma, on sait comment ça. Alors, tu veux t'y atteler, Pascal? C'est l'introduction à la réponse à mon avis, Ludovic. Il l'a très très bien expliqué tout à l'heure. Bien souvent, nos étudiants sont en avance par rapport à l'utilisation des technologies. Mais donc, le formateur, et c'est pour ça que j'introduis sa réponse, est là pour donner le cadre, Ludovic. C'est exactement ça. Nous, nos étudiants ont participé au WIFE en tant que concurrents et ils avaient un formateur. Compétiteur, c'est bien compétiteur, voilà. Mais la concurrence, c'est pas mal. Oui. Compétiteur. Et du coup, le formateur que à qui j'avais demandé de venir maîtrise les outils de l'IA. Mais entre le moment où il les maîtrise et l'évolution de l'outil lui-même, je peux vous dire qu'en une semaine, c'était déjà plus le même outil. Donc en fait, ce qu'il m'a raconté, parce qu'on a débriefé ensemble, il m'a dit en fait, on a travaillé de manière collaborative entre le formateur et les étudiants. Et les étudiants, alors oui, ils sont là, oui, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, mais le formateur, va les cadrer, va les calmer, va leur transmettre une expérience justement acquise au cours de ces années de pratique, et puis il va leur insuffler ce que je disais tout à l'heure de la personnalité. Parce que le danger de l'IA, c'est l'uniformisation. On s'aperçoit que... Et je l'ai vu à travers les films projetés. Pourquoi il y a autant d'ours? D'où vient cet ours? Il était facile à faire, c'était le trend du moment. Mais oui, mais ça veut dire que donc, il n'y a pas d'originalité en fait. J'en ai marre de voir des ours. C'est vrai qu'il y avait 3 ours. Il y a des ours violets. Donc c'est la preuve que l'IA, sa limite, c'est qu'elle va nous proposer des idées qui sont déjà éculées. Et donc, il faut les pousser plus loin. Claude Lelouch disait dans une interview qu'il a faite, qui était sur le programme du WIFE, il disait « L'IA, c'est le savoir et l'intelligence humaine, c'est l'imagination ». Donc vous, en fait, vous apportez, donc vos élèves sont presque meilleurs que vous en IA, mais oui, dans l'utilisation de l'IA, qui va aller acquérir ce savoir, mais vous devez les cadrer sur l'utilisation de leur imagination et comment mettre l'imagination pour que l'IA soit au service de celle-ci. Exactement. Et surtout, à quel moment intégrer l'IA? Parce qu'effectivement, faire un film avec l'IA, c'est pas juste un prompt, c'est comment on va intégrer l'IA en tant que tel, en tant qu'outil, comme une caméra, dans la complétude d'un film qui est en train de se réaliser. À quel moment je l'apprends? À quel moment je ne l'apprends pas? À quel moment je laisse les acteurs, en vrai, s'exprimer dans une vraie scène avec un vrai décor, etc., etc. Mais pour quelle raison? Quelle est la limite? Où je veux aller? Et est-ce que j'ai besoin à ce moment-là de l'IA? Et donc toute cette réflexion-là, on ne peut pas l'avoir si un jeune n'est pas formé au cinéma traditionnel. On en parlait tout à l'heure. Si un jeune ne comprend pas la scène, tu parlais tout à l'heure des plans larges, des plans serrés, etc., etc. S'il n'a pas la scène en lui, il va faire quelque chose. Il va faire un clip, il va faire un petit film, mais il ne va pas intégrer toutes les techniques et le savoir-faire qu'on doit au cinéma. L'IA donc va intervenir à un moment donné comme outil, comme une aide supplémentaire, comme une complicité supplémentaire, mais pas à la place d'un film en tant que tel. Et c'est bien ça qu'on essaie de faire comprendre à nos étudiants. Et vous savez ce qu'on va leur apprendre à nos étudiants? Beaucoup de choses, j'imagine. Contrôler l'IA. D'accord. C'est-à-dire que je me suis aperçu que certains se laissaient complètement emmener par l'IA. C'est rapide. Alors que d'autres lui donnent quelques informations, la font travailler. Vont changer de prompt, vont chercher un nouvel outil, vont basculer comme ça d'un écrit à un outil. Et puis surtout, l'IA maintenant va demander à oraliser les demandes. On va arrêter les prompts. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre aujourd'hui. J'ai appris ça hier avec Gilles. C'est Gilles Guirasse qui vient de me le dire. Ça donc je cite Gilles, je viens de l'apprendre. Les prompts vont être oralisés. Donc ça veut dire qu'on va aussi passer à une autre étape. Ouais. Et donc ça, c'est passionnant. Et comme nous le disions tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de collaborer les uns avec les autres pour apprendre en même temps. Et finalement, on est presque sur la même ligne de départ. On ne sait pas où on va arriver. Et ce qui est intéressant dans les personnes, les compétiteurs hier, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont
60, 70 ans. C'est ça. Mais ça, c'est génial. Ouais. C'est qu'il n'y a plus de limite. Ils ont ce passé, ils ont cette histoire, ils ont toutes ces choses à raconter aussi. Mais alors, moi je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais j'ai vu pas mal de choses et de discussions où, en fait, quand on parle de l'IA, certains en parlent, notamment David Effendi, il en parle pour l'écriture, d'autres en parlent pour la réalisation, d'autres en parlent pour différentes choses. La musique. Bien évidemment, la musique. Vous apprenez quoi ? Vous apprenez... Donc, du coup, vous vous en foutez de quel outil il va utiliser, vous l'apprenez à fabriquer. Qu'est-ce qui se passe justement, non. Justement, nous, on regarde énormément les outils qui se développent en ce moment pour comprendre quel outil est plus adapté à quels travaux en particulier, comment utiliser l'outil. Et la grosse difficulté que nous avons en ce moment, je ne sais pas si c'est pour toi, c'est la même chose pour toi, Ludovic, mais je pense, c'est quelle est la référence ? En gros, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un outil ? Tout à l'heure, Claude Lelouch parlait de la bascule qu'il y a eu dans les années 60 au niveau du cinéma avec l'apparition de la pellicule 400 ASA de chez Kodak. Donc, c'était un point de départ, un point de référence qui fait que tous les grands professionnels ont utilisé ce type de pellicule. Donc, un outil qui mettait tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil qui met tout le monde d'accord. On n'a pas cette référence, on n'a pas ce point de départ. Donc, ce qui fait qu'on est encore dans une espèce de flou. Et ce qui est passionnant, et ce qui est aussi un peu dangereux. Donc, quel outil prend-on pour quels travaux et pour quelle finalité ? Oui, mais alors c'est pas la même chose, parce que tu parles de la pellicule 400 ASA, c'est une pellicule qui va prendre la lumière après en fonction de comment on la met. Là, le problème, c'est que chaque outil va faire quelque chose de différent, mais si j'entends à travers ce que tu dis, il faut voir quel outil est le plus adapté. Chaque outil n'est-il pas adapté à chaque besoin spécifique de chaque réalisateur ? C'est ça le problème. C'est ça qui fait peur. On parlait d'uniformisation, c'est ça qui fait peur. La réponse n'est pas tout à fait évidente. Évidemment, c'est comme pour n'importe quelle course automobile, par exemple. On a un type de véhicule sur lequel on court, d'autres sont en développement, d'autres ne sont plus utilisés. Donc, on va quelque part donner un cadre par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'on peut s'autoriser tout et n'importe quoi, entre guillemets ? Est-ce que ça peut être que de l'anarchie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas encore tellement de références en termes de création. Très bien. En tout cas, la création restera toujours dans ces étapes un peu la même. On commence par écrire une histoire, ensuite on la met en image, on la met en son, ensuite on la monte, on la post-produit. Donc, ce qui va changer, c'est que les étapes vont peut-être se télescoper. Alors, c'est exactement... Moi, je regarde beaucoup de vidéos. J'ai l'impression que, justement, aujourd'hui, et c'est ça qui fait que les films en question ne marchent pas, que des gens fabriquent des images et disent... Tu parlais de l'ours tout à l'heure, ils sortent 3-4 images et ils disent tiens, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire avec toutes ces images-là ? Et on voit tout de suite la différence. Donc c'est là où tu as raison, une histoire commence par une histoire et un film, il y a une construction. Et c'est ça que vous apprenez du coup. C'est ça que nous apprenons et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, leur histoire, ils vont pouvoir aller les pousser encore plus loin. Parce qu'avant, on disait aux étudiants, attention, il faut que ton histoire, elle se passe dans une salle de classe parce qu'on n'a que ça comme décor. Ou on n'a que 2 personnages parce qu'on n'a pas les moyens d'en avoir plus. Alors que maintenant, l'IA nous permettrait peut-être d'avoir des figurants qui sont 100 dans, non pas une salle de classe, mais un amphithéâtre. Donc c'est là où ils vont pousser leurs limites parce que la technique le permet. Mais l'histoire, elle restera, à mon avis, toujours la bonne histoire. Et ça, je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse nous la souffler. En tout cas, elle va nous aider à la voir. Je fais un parallèle avec une autre formation que nous développons, celle de designer graphique, par exemple. Une formation en 5 ans. Les 3 premières années, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend à être un bon technicien, c'est-à-dire à utiliser l'outil. Les 2 dernières années, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est toute la partie artistique. Il y a 50 ans, quand on créait une affiche, par exemple, on connaissait la typo des lettres, on savait quelle photo intégrer, on savait quel logo dessiner. Aujourd'hui, effectivement, on va se laisser porter, comme tu disais tout à l'heure, par « tiens, j'ai fait des images d'ours, donc je vais faire un film autour de l'ours ». Eh bien, aujourd'hui, cette formation permet d'intégrer l'art, la réflexion, les codes qu'il y a dans le design graphique, par exemple, les modes qui sont dans le cinéma ou dans le design graphique, pour créer quelque chose qui a du sens et qui va s'intégrer parfaitement dans le monde dans lequel on vit. C'est toute la différence. Oui, on a fait 3 images avec 3 ours, on va les mettre, on va créer un film après. Non, c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure. Ça, c'est être un bon technicien. Il faut des bons techniciens, on est bien d'accord, maîtriser la technique. Mais il faut aussi des bons créateurs. Et donc comprendre tout ce qui a été fait avant pour pouvoir construire le futur. Alors, j'ai 2 dernières questions. Vous allez voir, c'est pas les plus simples. Je vais les garder pour la fin. Je sais ce que c'est. Tu vas réponds. Alors... En fait, la question que je suis venu me poser ici aussi et avoir une réponse, c'est est-ce que il est encore utile de se former au métier du cinéma ? Eh bien, ce n'est pas du tout ma question. Parce que... est-ce que des métiers vont disparaître ? C'est une très bonne question. Parce que moi, j'agis en tant que formateur ici. C'est ce que te demandaient certains de tes étudiants, voilà. Tu disais tout à l'heure.
mais on y a répondu. Je crois que vous y avez répondu tout au long de cette interview en disant qu'il fallait les bases. Non, moi, la question, elle est beaucoup plus vicieuse que ça, pardonnez-moi. Alors, il y a un préambule à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une école de formation pour le cinéma et ne pas apprendre l'IA? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... tu veux dire, est-ce qu'on peut se passer d'IA dans la formation? Ouais. Non. Voilà. Donc ça... Non, c'est impossible de se passer de l'IA parce que c'est un outil comme un autre. De même que quand sont apparus les smartphones, eh bien, on s'est mis à faire des films au smartphone, on s'est mis à les monter sur nos smartphones, on s'est mis à les diffuser via nos smartphones. Ça offre des possibilités différentes, des possibilités renouvelées. Et il y a finalement plus de personnes qui peuvent accéder à ces mondes-là. Donc ça se démocratise en quelque sorte. Mais encore une fois, j'insiste, c'est la personnalité qui fera la différence, c'est l'idée qui sera menée à son terme qui fera la différence, parce qu'on peut avoir plein de projets. Si on n'arrive pas à les mener au bout, ça servirait à rien. Et ça serait rétrograde. Il y a trop de projets qui sont restés sur des étagères. Vous allez voir, c'est pour m'amener à ma seconde question. En fait. Et alors le problème, c'est enseigner l'IA, notamment en Europe, où il y a des réglementations. C'est-à-dire que vous enseignez des choses à des élèves où on ne sait pas si on va avoir le droit de le faire et comment on va avoir le droit de le faire. Oui, c'est ça. Mais je sais bien. Oui. Quelle est votre vision là-dessus? Et du coup... Alors, c'est pas votre rôle, c'est pas vous qui faites la législation, mais... Je peux me permettre de répondre. Ah bah oui, j'aimerais bien. Vous savez pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'on ne peut pas attendre. Parce que le monde professionnel, lui, a déjà pris de l'avance par rapport au monde de la formation. Donc, si on attend un cadre, il va arriver le cadre, certainement. Il va certainement être défini par des programmes bien spécifiques. Il va arriver, il n'y a pas de difficulté. Mais le monde professionnel, lui, n'attend pas. Donc, il faut qu'on ait cette longueur d'avance en termes de formation des étudiants pour en faire de bons professionnels, parce que les professionnels, ils sont dans la salle d'à côté et ils parlent de l'avenir. Et ils avancent. Et puis les autres pays aussi. Bien évidemment. Mais vos élèves sont au courant de ça. Vous leur en parlez, c'est ce que vous leur dites, j'imagine. Par exemple, les journalistes que nous formons, ils vont effectivement se servir de l'IA, mais on va quand même leur demander de vérifier leurs sources, de les croiser, de les compléter, et puis surtout d'aller sur le terrain, vérifier, investiguer. Donc par exemple, l'IA n'aura jamais la possibilité de remplacer l'homme sur le terrain. Et donc du coup, on va utiliser l'IA pour préparer le terrain. Moi, c'est comme ça que je la vois. Et on va essayer effectivement d'avoir de l'éthique, de la responsabilité, ne pas piquer des idées, ne pas spolier un auteur, rester maître de sa création. Mais effectivement, pour l'instant, on est quand même dans un flou juridique. Mais ça doit être passionnant. On est obligé de s'y engouffrer, mais ils ont quand même des cours de droit, ils ont des cours d'éthique, ils ont des cours de déontologie, et ça c'est important. Donc en fait, les étudiants, il faut quand même les former quoi qu'il arrive, et c'est ce qui est important. Et chaque révolution, rebat les cartes. Chaque révolution change les métiers. Chaque révolution apporte d'autres solutions. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'IA. 2, on ne peut pas s'en passer. Et 3, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais avec le WIFE, on est là pour ça. Et ne pas avancer, c'est reculer. Absolument. Écoutez, messieurs, c'est un beau challenge en tout cas qui vous attend. Et ça doit être passionnant. C'est passionnant. Et je vous envie et j'envie vos élèves. Donc merci à vous pour ce moment. Venez les voir, vous êtes invités dans nos écoles. Avec plaisir. Avec plaisir. Je retournerai à l'école avec grand plaisir. Non, mais les former. Oui, écoute, on en parlera tout à l'heure. Mais un grand merci à vous en tout cas. Merci au WIFE de nous avoir reçus. Merci à vous.